Allez, on va parler de la maladie de Crohn. En route, mauvaise troupe. Donc pour parler maladie de Crohn, je vais bien entendu parler de mon expérience, mais je vais aussi en préambule donner quelques chiffres avec tous les risques d'approximation que ça comporte. La maladie de Crohn, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est-à-dire une MICI. Des MICI, il y en a deux. Il y a la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont les deux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Une maladie qui touche tout le tube digestif, donc du segment, ça va de la bouche jusqu'à l'anus, en passant bien entendu par les intestins qui sont généralement la partie la plus touchée. Ça va créer des inflammations, des ulcérations et bien entendu énormément de douleurs. Les symptômes diffèrent selon la localisation des lésions. Ça peut aller de la douleur abdominale du type spasmodique à simplement la diarrhée, voire la diarrhée hémorragique, c'est-à-dire la diarrhée sanglante, une énorme fatigue, un amaigrissement parce qu'au bout d'un moment on ne peut plus manger. Voilà, et des manifestations qui peuvent aller jusqu'à des manifestations articulaires, des manifestations cutanées, un amaigrissement, parfois de la fièvre, ça peut aller jusqu'à des lésions oculaires. Les lésions inflammatoires les plus profondes, donc qui vont être des ulcérations, vont aller dans les stades les plus graves de maladie de Crohn jusqu'à des occlusions. C'est une urgence vitale, tout comme le pire de ce qui peut vous arriver avec la maladie de Crohn, c'est-à-dire des péritonites, la perforation. C'est ce que j'ai fait le 4 novembre 2007. Il y a 200 000 personnes qui sont concernées par la maladie de Crohn en France. Il y a un pic d'incidence qui se situe entre 20 et 30 ans. Souvent, on est diagnostiqué à l'adolescence. Il y a une prévalence féminine dans cette maladie. 5 nouveaux cas de Crohn sur 100 000 habitants par an. La maladie de Crohn est polyfactorielle, donc il va y avoir plusieurs éléments. C'est une maladie qui est très présente dans les pays occidentaux, qui a tendance à arriver dans les pays en voie de développement. Également, il y a un terrain génétique qui est évident et un gène qui s'appelle HLA-B27 dont je souffre et dont souffre mon père qui lui a déclaré sa maladie de Crohn à 60 ans. C'est un gène aussi que mon frère a, mais lui, il a déclaré sa maladie sous forme de spondylarthrite ankylosante. C'est encore autre chose, mais on en vient donc au traitement. Comment est-ce que ça se soigne? Eh bien, ça se soigne par différents traitements. On va un petit peu grimper l'échelle thérapeutique. En tout cas, moi, j'ai grimpé l'échelle thérapeutique jusqu'à là être sous anti-TNF-alpha. Je vais vous expliquer ce que c'est. Comme je l'ai dit, les traitements des symptômes sont en fait d'une certaine manière assez similaires à d'autres maladies inflammatoires comme la spondylarthrite rhumatoïde, ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, c'est-à-dire ce sont des anti-inflammatoires. En première intention, lors de poussées, on va vous prescrire bien souvent des corticoïdes qui sont quand même des anti-inflammatoires assez puissants, il ne faut pas trop jouer avec les corticoïdes. Et ça peut aller après jusqu'à des thérapies par perfusion, donc ça j'en avais il y a 5 ans, qui sont en fait des thérapies d'anti-TNF-alpha. Anti-TNF, ça veut dire quoi? TNF, c'est tumeur, facteur, nécrosis. Donc, facteur de tumeur et de nécrose, anti-TNF, on comprendra que c'est quelque chose qui vient lutter contre ces facteurs de nécrose. Ce sont des traitements très puissants qui marchent hyper bien, mais qui derrière sont immunosuppresseurs, donc qui vont vous niquer vous abaisser votre immunité et qui font que vous êtes en première ligne parmi les personnes susceptibles d'attraper des maladies type bactérienne et virale. Maintenant que je vous ai donné ces données, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment ça s'est passé pour moi. À 15-16 ans, je commence à avoir très mal au ventre, mais vraiment des douleurs qui, en 6 mois, deviennent graduellement, se majorent, et deviennent intenables. L'espace de 6 à 7 mois, je vais perdre 10 kilos. Donc, il y a 1 an d'errance médicale et à 17 ans, à la suite, d'abord on va faire des examens cliniques, c'est-à-dire on va vous questionner, on va vous examiner. Ensuite, on va faire des sérologies, c'est-à-dire des prises de sang pour voir s'il y a des marqueurs dans le sang, s'il y a des indicateurs. Et ensuite, on va faire de l'imagerie et des examens endoscopiques, c'est-à-dire qu'avec une petite caméra, on va vous la rentrer dans les fesses et on va faire une coloscopie. La coloscopie étant l'outil un petit peu le saint graal pour diagnostiquer la MICI parce qu'elle va permettre de voir vraiment l'intérieur de votre intestin, de votre tube digestif. Toujours est-il que la maladie de Crohn, c'est hyper douloureux. Donc là, on me diagnostique, j'ai 17 ans. Je suis au lycée
Et plutôt que de prendre soin de moi et d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, etc., je rappelle qu'on est, je pense, allé à peu près en 2003-2004. Internet, c'est les balbutiements, on n'a pas Facebook, on n'a pas trop accès à l'information. En tout cas, moi, je ne vais pas du tout chercher d'informations. J'écoute ce que les médecins me disent comme ça. On me disait même pas qu'il fallait pas manger de lait, que le lactose c'était mauvais. Donc du coup, plutôt que de prendre soin de moi, je préfère aller en teuf, prendre des tripes, prendre des tases. Forcément, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire lorsqu'on souffre d'une maladie de Crohn. Ça a précipité ma chute. Le 4 novembre 2007, alors que je suis guide touristique au château de Chasseron, je suis en fac d'histoire de l'art, eh bien je perfore. Je fais ma première péritonite, donc au château, on me rapatrie en urgence, en ambulance. Et là, c'est la rencontre avec la douleur. J'ai eu mal pendant 3 ans, 4 ans, depuis que j'avais Crohn. Je commençais à savoir ce que c'était que la douleur, que d'être plié en deux, que de ne pas pouvoir manger, parce que manger, c'était souffrir. Mais ce 4 novembre 2007, j'ai été prise en charge par un interne, en fait, qui a voulu dire que mon cas, il le connaissait parce que j'étais suivie par le professeur Baumler, qui avait sa chefferie de service, qui était chef de service de gastro-entérologie, et du coup, il a lui aussi précipité ma perforation en mélangeant des corticoïdes et de la cortisone, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, j'ai perforé. À partir de midi, là, ça a été l'horreur. On m'a mis un pouce-seringue de morphine, on m'a mis de la kétamine. Mes souvenirs sont assez flous à ce moment-là. Je me souviens que j'avais pas le droit de manger depuis la veille, en fait, et j'avais des petits crocodiles. Ma mère m'avait remonté des petits crocodiles, vous savez, là, voilà, et j'en avais sursauté un, juste pour avoir un petit goût sucré parce que je n'avais pas le droit de manger. Et dans mes délires morphiniques, etc., j'avais l'impression que c'était le petit crocodile qui était en train de me bouffer les entrailles. C'est très bizarre. Il était rouge. Il était rouge. Et ouais, donc j'ai perforé. Donc ça s'appelle faire une péritonite. Une péritonite, c'est quoi? C'est un organe qui éclate dans le péritoine. Le péritoine étant cette poche qui enveloppe tout votre ventre. Dans le péritoine, vous avez vos intestins, votre rate, etc., etc. Et donc du coup, cet interne refuse de voir qu'il a fait de la merde. Cet interne refuse de comprendre que là, il a très mal fait de vouloir me prendre en charge et de vouloir initier quelque chose un dimanche. Donc nous sommes un dimanche, on m'envoie au scanner, on fait descendre une équipe en fait à Saint-Malo, non, mais à Clermont-Ferrand, on avait 2 hôpitaux. Et il a fallu faire descendre une équipe d'anesthésistes et une équipe de scanners un dimanche de l'hôpital en haut, de Saint-Jacques, pour me faire des images. Et dès que je sors, dès qu'on me passe au scanner, la meuf du scanner vient et me dit « Mademoiselle, là on vous prépare pour le bloc, vous filez ». L'interne Priva qui m'avait pris en charge et qui du coup a fait cette erreur vient me voir et me dit en fait vous êtes en train de faire une péritonite, là vous êtes en train de perforer. On m'a donc en attendant remonté en chambre et c'est là que l'interne vient me voir, il y avait toute ma famille autour et là il fait pas le malin. Et depuis le début d'après-midi, depuis le début de midi, quoi, il disait non mais c'est rien, elle fait un petit truc, une petite occlusion, enfin, bon, il disait de la merde. Et là, il dit, bon bah ok, on va la descendre au bloc parce que là, c'est péritonite, donc c'est urgence vitale. Donc à partir de ce moment-là, tout se précipite. Pour moi, ça a été très long parce que ce dimanche-là, comme je l'ai signifié, en fait, il a fallu attendre qu'une équipe soit dépêchée de l'hôpital Saint-Jacques jusqu'à l'Hôtel Dieu, une équipe d'anesthésistes, une équipe pour l'imagerie, le scanner, et que le chir soit rappelé, il était peut-être en vacances, lui, on sait rien, et que donc que le chir soit appelé, etc. On me fait rentrer au bloc, je vais être opérée. Ce 4 novembre 2007, j'aurais attendu toute la fin de soirée que toute l'équipe puisse être réunie pour qu'on puisse me sauver, m'ouvrir le ventre, prendre mes intestins, ils les prennent, ils les mettent là, ils nettoient ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur et ils recousent. Et ils recousent un bout d'intestin sur votre ventre qui fait en fait là, ils mettent une poche et ça met l'intestin au repos. En fait, la partie malade, la partie ulcérée de l'intestin va être enlevée et mise à la poubelle. Et il ne vous reste plus que la partie saine. Et voilà, donc l'intestin est mis au repos avec un système de poche, ce qu'on appelle un anus artificiel, une colostomie.
Je me réveille et voilà, il va se passer une semaine où après je suis mise en chambre avec une nana de mon âge qui s'appelait Samira, qui avait un cancer du côlon. Voilà, donc j'en voulais beaucoup à Samira à l'époque parce qu'en fait elle regardait les Marseillais et elle bouffait plein de kebabs. Elle avait raison parce qu'en fait il faut manger les fêtes parce qu'il fallait bien qu'elle se nourrisse quoi. Et donc le dimanche d'après, un deuxième dimanche, ça va vraiment pas du tout, j'arrache mes soirs remplis de bile, j'arrête pas de vomir, ça va pas du tout, ma fièvre augmente, je commence à délirer, à parler de l'Égypte, enfin voilà quoi, deuxième péritonite. Merde. Donc, rebelote, là, cette fois-ci, réopération. Et cette deuxième opération est celle qui va m'amener en réanimation. Parce qu'elle est plus grave que la première, parce qu'une péritonite sur une seconde péritonite, pas cool. Pas cool. Donc, je reste une semaine dans le coma, un coma provoqué, un coma artificiel, intubé, etc. Avec, sur mon ventre, j'avais 4 drains. Bien sûr, une sonde urinaire, bien sûr, une sonde alimentaire, bien sûr, un cathéter central pour les médicaments et aussi un cathéter central pour ce qu'on appelait le lait de coco, c'est-à-dire de l'alimentation aussi. L'intubation pour respirer. Voilà, on lève la sédation au bout d'une semaine, je reviens à moi, ma mère est là. Je commence à réaliser qu'il s'est passé un truc, que je suis plus avec Samira, que se passe-t-il? C'était très bizarre. Donc, la levée de la sédation, on appelle ça la levée de la sédation. Donc pour que la douleur, voilà quoi, vienne pas trop fort. Donc j'ai ma deuxième péridurale, hein, puisqu'ils en avaient posé une première. Là, je suis avec ma deuxième péridurale. Ça va être une période très bizarre où je fais des rêves éthérés, des rêves morphiniques. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas. C'est très bizarre. Je vais faire une autre vidéo où je parle de l'expérience de mort imminente et du coma. Je l'ai déjà tournée d'ailleurs, mais bon. Donc cette période est vraiment très bizarre, elle est indicible. Mes proches, alors là il n'y a que la famille proche en réanimation qui peut venir vous visiter, viennent me voir, ne peuvent que me tenir la main. Quand on m'extube, je commence à pouvoir parler, à comprendre ce qui s'est passé. Je fais une pleurésie, c'est-à-dire en fait une infection de la plèbre. Donc il va falloir me mettre, j'avais déjà 4 drains dans le ventre pour drainer, etc. les différents, voilà quoi, le pus. Et là, on me dit que je fais une pleurésie et qu'il va falloir qu'on me mette un drain sous le bras, dans le poumon. Et que c'est très douloureux, enfin voilà quoi. Et qu'il va falloir m'anesthésier un quart d'heure, etc. Donc ils arrivent avec leur tente, leur truc, machin. Ils me foutent une tente dessus, ils me mettent le masque, ils m'anesthésient. Je me réveille, bam, putain, la douleur du drain au poumon, c'est. Enfin, ouais. Un drain au poumon, c'est hyper douloureux. Et le lendemain, bien sûr, ils avaient pris soin de me ménager, ma mère était déjà au courant en fait. Mais en fait, je faisais une double pleurésie, c'est-à-dire que les 2 poumons avaient été atteints par l'infection du ventre en fait. Et le lendemain, ils viennent vers moi, poum poum poum. Ah bah finalement, tiens, et donc, on a vu que vous faites une autre infection, enfin une double pleurésie, quoi. Il va falloir poser un autre drain. On réanesthésie, on refoue un drain, donc voilà. J'ai fait une double pleurésie, donc je me retrouve avec les bras comme ça parce que je peux pas bouger. Puis finalement, au bout de 7 jours, il y a un cycliste qui s'est fait renverser par un camion et donc ils ont eu besoin de ma place en réa. Donc ça va être la sortie de réa. Donc sortie de réanimation, je remonte en chambre. Samira n'est plus là. Et on me met avec une autre jeune, parce que c'est un service de vieux, hein, la chirurgie gastrique, on me met avec une autre jeune qui s'appelle Myriam et avec laquelle je m'entends super bien. Et on va passer 1 mois, 2 mois à se tenir la main parce que les lits étaient assez rapprochés pour qu'on puisse se toucher la main et à pas dormir et à souffrir, etc. Je vous en passais des meilleurs. Cosette, mon Dieu, ma vie est horrible. Bon, ça va, je m'en suis sortie au bout de quelques mois en convalescence. Donc voilà, je suis trop contente. Je quitte enfin l'hôtel Dieu et j'arrive à Clémentel, un sanatorium. Ça, peut-être que c'était en train d'annoncer que j'allais avoir une tuberculose. Peut-être qu'on peut y voir un signe. Et donc, voilà, et c'est là que je découvre, je vais aller voir dans la glace à quoi ressemble mon ventre. Donc je regarde mon ventre et je me dis, waouh, j'ai un serpent sur le ventre et je constate l'étendue du truc, quoi. Et ce rapport à mon corps qui a complètement changé depuis ce jour-là,
puisque vous imaginez bien qu'avec toutes ces interventions, ça a laissé des cicatrices très très profondes et très visibles. En plus, elles étaient hyper rouges étant donné qu'elles étaient récentes. Donc, je passe, je sais pas, un mois et demi à Clémentelle. Cette fois-ci, mes amis peuvent venir. Cette fois-ci, ma famille peut venir. Mon grand frère est là. Il m'amène une souris d'ordinateur, je m'en souviens très bien. Mon petit frère est là aussi. Ces biches dans le parc, incroyable quoi, c'est trop beau. Et puis après, je passe en HAD, donc en hospitalisation à domicile. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Donc, je crois que pour Crohn, on a à peu près fini. Sinon que, un an plus tard, on me rétablit la continuité, c'est-à-dire qu'on m'enlève la poche, on me fait un rétablissement de continuité. Fidèle à moi-même, je complique toutes mes chirurgies, donc toutes mes chirurgies sont compliquées d'abcès sous-cutané, d'abcès profond, donc on met des systèmes de lames, on me met des systèmes de lavement de piscine, c'est-à-dire qu'on vous laisse le ventre ouvert et vous avez un bac qui est dans votre ventre avec de l'eau qui passe en permanence et vous êtes obligé de rester en position à moitié assise. C'est connu dans les services de chirurgie gastrique pour être le truc que t'as pas envie d'avoir, le bac. Donc voilà, j'ai des systèmes de drainage un peu comme ça pour tout nettoyer, tout nettoyer. Et puis je ressors sans poche et soignée. Et finalement, depuis ce jour-là, j'ai plus de symptômes. On me met sous anti-TNF-alpha et donc j'ai plus entendu parler de Crohn pendant plusieurs années. À 26 ans, il va falloir que je change d'anti-TNF-alpha. Donc j'en prends un autre. Au départ, c'est celui que mon frère prend. En fait, c'était des piqûres sous-cutanées. Voilà, ce sont un stylo, tu vois, que tu te mets tous les 15 jours ou tous les mois. C'est selon ta prescription sous la peau, quoi. Ça fait pas mal. Franchement, c'est rien du tout. C'est ce que mon père a aussi, d'ailleurs, de Lumira. Et puis là, ça ne marchait plus. Donc, en fait, on est passé sur un autre anti-TNF. Voilà, donc j'ai eu cette crise il y a quelques années. Et là, au moment où je vous parle, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce vlog, enfin si vous suivez un peu l'histoire, eh bien je suis à nouveau en poussée de Crohn. Alors je peux vous parler tout de suite avec le sourire et je ne souffre pas parce que je suis sous antalgique et parce qu'il y a quand même des moments où ça va bien. Heureusement qu'on n'est pas plié en deux en permanence. J'ai juste fait une petite poussée. Voilà, ça arrive dans des moments aussi de période de vie un peu stressant. Voilà, on sait qu'il y a ce facteur... il y a ce facteur-là dans la maladie de Crohn. Je fais une nouvelle poussée de Crohn, donc je suis en arrêt maladie. J'avais trouvé, peut-être que ces derniers temps ont été assez stressants pour moi. Il y a eu plein d'éléments là quand même ces derniers temps qui peut-être ont favorisé ma poussée ou pas, parce que c'est assez mystérieux, on ne sait pas. La médecine est un mystère, ça il s'agirait que les gens le comprennent quand même. La médecine c'est un putain de mystère, quoi. Nos corps ce sont des machines, mais fortes et fragiles en même temps, mais magnifiquement mystérieuse. Et la médecine n'est pas une science exacte, au grand jamais quoi. Je suis sûre qu'on va c'est déjà en train de se résorber, je suis déjà moins douloureuse et je suis sûre qu'on va trouver un autre traitement, un autre anti-TNF-alpha qui va pouvoir réguler ça. Voilà, il est conseillé aussi d'adapter son alimentation, évidemment, c'est-à-dire d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, c'est ce que j'essaie de faire, mais en partie parce que parfois il m'arrive de craquer, on est humain et c'est quand même hyper dur quoi, d'être anti-inflammatoire tout le temps. Et il y a des moments où on a envie de se faire un camembert au four, quoi. Ouais. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire qui concerne la maladie de Crohn. Voilà, donc j'espère que vous avez eu les éclairages dont vous aviez besoin au sujet de cette maladie, qui est donc, je le résume, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. C'est donc l'intestin qui fait des ulcérations, ça provoque un amaigrissement, beaucoup de douleurs, des diarrhées qui peuvent être des diarrhées hémorragiques, c'est-à-dire des diarrhées sanglantes, voilà, une fatigue voilà, qui peut aller de la petite fatigue à la fatigue indicible. Et il y a différents stades, il y en a qui vont souffrir assez peu finalement, qui vont juste être un peu fatigués et avoir quelques diarrhées, et d'autres qui vont aller jusqu'à la péritonite et qui vont aller jusqu'à la mort, puisque bon, on décède très peu de Crohn, mais on en décède quand même, puisqu'on peut mourir d'une péritonite. Donc voilà ce qu'est la maladie de Crohn. Il y a des traitements, tout va bien. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine vidéo, mes Mastrup.